Arrivé samedi soir au Caire, Jean-Yves Le Drian a rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi ainsi que son homologue Sameh Choukri et le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit. Le chef de l'État égyptien et le chef de la diplomatie française ont évoqué le renforcement des relations bilatérales et les questions régionales, dont les développements sur la scène libyenne. Les deux hommes ont noté qu'un progrès relatif a été réalisé en Égypte, ce qui nécessite la tenue d'élections avant la fin de l'année. Où le processus politique doit aller de l'avant, suivant la feuille de route fixée par le représentant des Nations Unies, M. Salamé, c'est-à-dire faire en sorte que le processus électoral, qui est le processus indispensable, puisse se faire d'ici la fin de l'année. Le conflit israélo-palestinien et la guerre en Syrie ont également été évoqués lors des échanges. En outre, la question des droits de l'homme en Égypte a été soulevée. À chaque fois que je rencontre le président Sisi, je parle des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et j'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs de répondre à cette même question ici même lors de mon entretien précédent. Le président Macron aussi. Nous en parlons avec clarté et avec confiance, et ça a été encore le cas assez longuement cet après-midi. Le régime du président Abdel Fattah al-Sisi est régulièrement montré du doigt par les organisations de défense des droits de l'homme qui dénoncent des violations des libertés individuelles et la répression des opposants. Vêtus de rouge, la couleur du Parti des travailleurs, les sympathisants de l'icône de la gauche Luis Ignacio Lula da Silva étaient venus soutenir celui qui reste le favori des sondages pour la présidentielle d'octobre prochain, et ce, malgré son emprisonnement. C'est la première fois que Lula n'assiste pas à un 1er mai en 50 ans. Ce n'est pas rien. En un sens, nous faisons tous un gros effort pour faire ce que Lula a demandé, représenter sa voix, représenter sa présence. Menant une campagne internationale pour la libération de l'ancien président Luis Ignacio Lula da Silva, l'ancienne chef d'État Dilma Rousseff a prédit depuis Buenos Aires que l'icône de la gauche va gagner les élections d'octobre. Libre ou en prison, il sera élu président de la République fédérale du Brésil. J'ai peur pour la vie de Lula. Je ne sais pas jusqu'où ils vont aller. J'ai peur de la nourriture qu'il mange, de l'eau qu'il boit. Nous avons essayé de voir Lula. Ils ne nous l'ont pas autorisé. Ils ne nous laissent pas entrer dans la prison de Curitiba. Lula est un prisonnier politique. Il l'accuse d'un crime qu'il n'a jamais commis. À 72 ans, Luis Ignacio Lula da Silva purge depuis le 7 avril dernier une peine de 12 ans et 1 mois de prison pour corruption et blanchiment d'argent. Quatre individus armés ont attaqué le bâtiment de la Haute Commission électorale libyenne, HNEC, dans la matinée, selon Mohamed Al-Damia, un haut responsable de sécurité à Tripoli. Ils ont abattu les gardes avant de tirer sur les personnes présentes sur les lieux, a-t-il ajouté. Au moins 2 assaillants ont ensuite fait détonner leurs charges explosives à l'arrivée des forces de sécurité, a-t-il ajouté, précisant que le siège de la HNEC avait pris feu et été gravement endommagé. L'attaque a fait au moins 12 morts et 7 blessés, a indiqué le ministère de la Santé dans un nouveau bilan. Selon des témoins, des tirs ainsi qu'au moins 2 explosions ont été entendues aux abords de la HNEC. Un périmètre de sécurité a été installé autour des lieux, empêchant les journalistes et badauds de s'approcher. Dans un communiqué, le gouvernement d'Union nationale, GNA, a dénoncé une attaque terroriste. Cette attaque lâche n'empêchera pas le GNA de continuer à apporter son soutien à la HNEC, a indiqué le cabinet de Fayez al-Sarraj, affirmant son engagement à respecter le processus démocratique pour la tenue des élections afin de mener la Libye à bon port. La mission de l'ONU en Libye, MANUL, a également condamné l'attentat,
avec la plus grande fermeté. De telles attaques terroristes ne dissuaderont pas les Libyens d'avancer dans le processus de consolidation de l'unité nationale et de construction de l'état de droit et des institutions, a ajouté la Manule sur son compte Twitter, appelant les autorités libyennes à poursuivre et traduire les auteurs de l'attaque en justice le plus rapidement possible. La communauté internationale presse les autorités du pays de tenir des élections en 2018, espérant le rétablissement de l'ordre dans ce riche pays pétrolier. Mais aucune date pour ces élections n'a été encore fixée, alors que leur tenue doit être précédée par un référendum sur un projet de constitution et la rédaction d'une loi électorale. En attendant, 2,4 millions d'électeurs ont été enregistrés par la HNEC sur une population de 6 millions. Cette attaque illustre encore une fois la fragilité et la complexité extrême de la situation dans ce riche pays pétrolier en proie au chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011 est devenu un repère pour les djihadistes. Mercredi matin, 2 assaillants ont attaqué le siège de la Haute Commission électorale HNEC, ouvrant le feu sur les gardes et les fonctionnaires avant de se faire exploser, a indiqué le ministre de l'Intérieur. Nous n'avons pas encore d'informations concernant la nationalité ou l'identité de ceux qui ont commis cet acte lâche. Les services sont en train d'enquêter sur le sujet et des commissions ont été formées avec les différents services qui vont travailler rapidement. Les assaillants qui ont attaqué le siège de la commission étaient 2. Il y a eu des échanges de tirs avec les forces de sécurité. Des renforts sont arrivés et les attaquants ont alors ouvert le feu sur des membres de la commission à l'intérieur du bâtiment, puis se sont fait exploser, ce qui a augmenté le nombre de victimes. L'attaque a fait 12 morts et 7 blessés, selon le ministère de la Santé. Le siège de la HNEC a pris feu et a été gravement endommagé, mais son président, Imed Al-Saleh, a assuré qu'une copie de la base de données des électeurs était sauvegardée en lieu sûr. Dans un communiqué diffusé par son organe de propagande Hamak, l'organisation État islamique, EI, a revendiqué l'attaque menée, selon le groupe, par 2 de ses membres. Ces dernières années, l'EI a revendiqué plusieurs attentats en Libye, dont le dernier a visé fin mars des forces pro-Haftar dans l'est du pays et qui avait fait 8 morts. Malgré la perte de son principal fief de Sirte en décembre 2016, le groupe djihadiste reste actif dans le centre et le sud libyen. Le nord de l'Inde a été le théâtre dans la nuit de mercredi à jeudi de tempêtes de sable. Il s'agit d'une des catastrophes les plus meurtrières de ces dernières décennies, d'après des responsables locaux. Plus d'une centaine de personnes ont péri en raison de vents soufflant jusqu'à 130 km/h. Le bilan pourrait être amené à s'alourdir alors que les secouristes s'affairent encore dans les décombres à la recherche de survivants. La veille de ce drame, dans un épisode météorologique distinct, la foudre a par ailleurs provoqué la mort de 14 personnes dans l'état méridional d'Andhra Pradesh. D'une rare violence, le vent a déraciné des arbres, abattu des murs de maisons, renversé des pylônes électriques. Le district d'Andhra, dans l'Uttar Pradesh, où se situe le Taj Mahal, est la région la plus lourdement affectée, avec plus de 43 décès répertoriés. Le célèbre mausolée moghol est quant à lui intact. Pendant ce temps, dans la zone de Bharatpur, dans le nord du Rajasthan, un millier de pylônes électriques sont tombés, entraînant des coupures de courant géantes. Plusieurs jours devraient être nécessaires pour un retour à la normale. Les responsables ont en conséquence appelé la population à se tenir sur ses gardes. Elles l'ont notamment incité à ne pas dormir dehors, une pratique courante dans les plus modestes régions en cette saison de chaleur étouffante. Cette situation est due, selon les prévisionnistes, à la collision de systèmes météorologiques occidentaux et orientaux au-dessus des plaines du nord de ce pays de 1,25 milliard d'habitants. Des tempêtes similaires surviennent chaque année en Inde, mais généralement sans causer des destructions d'une telle ampleur. Les services météorologiques ont averti de nouvelles tempêtes pourraient survenir au cours des 48 prochaines heures. À l'appel de leurs fédérations qui seront toutes reçues tour à tour par le Premier ministre, lundi prochain, plusieurs centaines de cheminots avaient commencé à se rassembler en début d'après-midi ce jeudi devant l'école militaire. Ce rassemblement vise à mettre sous pression le gouvernement alors que le mouvement de grève contre la réforme ferroviaire
débuté il y a un mois, semble marquer le pas. À Metz, une cinquantaine de cheminots se sont réunis devant la permanence du député Belkir Belhaddad. Cependant, les conducteurs et aiguilleurs en grève à 56,7% et 24,14% respectivement sont moins mobilisés qu'à cette date. La mobilisation des contrôleurs est quant à elle stable à 53,1%. Dans les airs, le trafic est aussi ralenti chez Air France, mais moins que lors des 11 journées de grève précédentes. La compagnie assure près de 85% des vols contre 70 à 75 précédemment, en raison d'une mobilisation plus faible des pilotes. Comme à la Société nationale de chemin de fer français, la direction d'Air France, qui prévoit 3 vols sur 4 maintenus vendredi, fera connaître ce jour-là le résultat de sa consultation sur son projet d'accord salarial pluriannuel. 2 autres journées de grève sont annoncées les 7 et 8 mai prochains dans la compagnie. La prochaine séquence de grève à la Société nationale de chemin de fer français aura lieu les 8 et 9 mai prochains. Une simple prise de sang pour détecter la trisomie 21. À 37 ans, cette femme enceinte a un risque d'1 sur 927 de mettre au monde un enfant trisomique. Pour en avoir le cœur net, elle a préféré cette nouvelle méthode non invasive et donc sans risque, plutôt que l'amniosynthèse. L'aiguille est beaucoup plus importante puisqu'il faut aller prélever du liquide amniotique dans la poche. Donc je pense que c'est quand même une technique qui est un petit peu douloureuse, qui fait un petit peu peur et surtout qui est risquée pour le bébé puisque je pense qu'il y a des risques de fausse couche derrière. À l'hôpital Nord de Marseille, le docteur Annie Lévy-Mosiconacci expérimente ce test qui devrait prochainement être remboursé par la sécurité sociale. Si actuellement certaines cliniques privées le proposent déjà, le prix, 390 €, est souvent rédhibitoire. Pourquoi on a proposé cette prise en charge? D'une part, pour éviter de proposer une amniosynthèse aux femmes qui ont un risque supérieur à 1 sur 250, et aussi pour élargir la surveillance à des femmes comme vous, qui a un risque compris entre 1 sur 250 et 1 sur 1000. Ce ne sera pas un pourcentage, ce sera ou positif ou négatif. Exactement. Prouesse technique, l'opération consiste à déceler les chromosomes 21 dans les traces d'ADN du fœtus présentes dans le sang de la mère. Un test accessible au grand nombre qui suscite l'inquiétude de certains. Mais le docteur balaie les accusations d'eugénisme. On n'augmente pas surtout le nombre d'interruptions médicales, de grossesse, mais on va surtout diminuer le nombre de fausses couches qui étaient liées à ce dépistage. Et donc on va proposer aux femmes et aux couples de pouvoir sereinement faire cette analyse sans avoir une épée de Damoclès de perdre dans 1% des cas par une amniosynthèse ce bébé. Le DPNI, ou dépistage prénatal non invasif, offre par ailleurs aux couples plus de temps pour prendre une décision. Le résultat est disponible dès la 12e semaine de grossesse.